Alors, vous voyez mon écran? Ouais, Bon, je présente avec mon téléphone. J'ai un souci avec ma machine là. J'espère que ça ne va pas poser de problème technique. Est-ce que vous voyez en mode diapo? ouais, très bien. Et ma voix, elle porte, hein? Tout le monde m'entend bien. Absolument, oui. Donc, avec votre permission, je peux commencer si tout est OK. C'est bon, allez-y. Merci, chers collègues. Alors, je ne saurais commencer cette réunion, cette présentation sans toutefois remercier l'équipe organisatrice pour m'avoir associé à ce séminaire de Rachis. Et donc, je suis en charge ce soir de vous présenter les tumeurs vertébrales. Alors, en définition, il faut dire qu'on appelle tumeur vertébrale toute néoformation, qu'elle soit secondaire ou primitive, maligne ou bénigne, qui est développée aux dépens des vertèbres. En intérêt, c'est des lésions qui sont fréquentes et qui engagent le pronostic, que ce soit vital ou fonctionnel. Sur le plan diagnostique, il faut dire que le diagnostic repose sur la conjonction des données cliniques et de l'imagerie. Le scanner occupe une place de choix dans l'imagerie et il faut noter également la place de l'IRM qui est très particulièrement performante dans l'extension tumorale. Et sur le plan thérapeutique, il faut noter que ces dernières années, il y a des avancées qui ont été faites sur le plan thérapeutique qui sont notamment liées au progrès dans le domaine de la radiothérapie. Un mot sur la physiopathologie, j'aimerais parler des voies de dissémination. Plusieurs voies de dissémination sont rencontrées. Nous avons la voie artérielle, notamment par l'artère nourricière, la voie veineuse par le plexus veineux de Baston le plus souvent, la voie lymphatique qui est très connue. Et il faut noter également que l'extension peut se faire de façon locale par contiguïté. Et sur le plan de la pathogénie, l'atteinte initiale du corps vertébral est une lésion d'ostéolyse ou d'ostéocondensation qui aboutit à un stade avancé à un tassement vertébral. Il faut noter également que l'ostéolyse entraîne la libération de calcium qui peut être responsable d'une hypercalcémie maligne. Alors, sur le plan clinique, la douleur est le maître symptôme dans la révélation de cette pathologie. Et cette douleur peut être locale ou biologique, d'horaire nocturne, le plus souvent, entraînant une inflammation locale et une hyperpression intravertébrale. Elle est le plus souvent soulagée par les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les anti-inflammatoires stéroïdiens. La douleur, elle peut être d'origine radiculaire par une compression directe sur la racine, ou bien elle peut être mécanique en rapport avec une instabilité mécanique. On peut également avoir des troubles neurologiques qui sont liés à l'extension intracanalaire de la tumeur ou bien à un recul du mur postérieur. Voilà, c'est des syndromes qui sont connus, les syndromes de compression médulaire de Peltier. On ne va pas revenir là-dessus. Un mot également sur la paraclinique. Sur le plan biologique, il est important de doser la numération formule sanguine qui devrait être, je trouve, mieux exploitée par nous, les chirurgiens. Anémie, il faut pousser l'anémie. Voilà. Anémie, est-ce que c'est une anémie microcytaire, une anémie normocytaire ou macrocytaire? Auquel cas, il faut rechercher le taux de réticulocytes, savoir si c'est une anémie régénérative ou adégénérative. Voilà. Ça peut permettre, voilà, quelques justes formules, voilà, de diagnostiquer certaines pathologies. Également, doser le taux de plaquettes, un ionogramme sanguin, voilà, le TP, TCK, ça c'est un bilan préopératoire. La calcémie, on vient de parler de l'hypercalcémie maligne. La magnésémie également, l'électrophorèse des protéines sériques, la protéinurie de Benz-Jones dans certains types de gammapathie, on le verra bientôt. Doser des marqueurs tumoraux lorsqu'ils sont possibles, dans certains types tumoraux, l'alpha-flutoprotéine, les bêta-CG, comme on a les cancers du foie, tout ça, et la myélographie. Alors, sur le plan imagérique, j'aime toutefois parler de la radiographie, qui revêt toujours son importance, bien que devenue obsolète. Elle est très sensible dans les lésions ostéolytiques des corps vertébraux et des pédicules. On peut retrouver un tassement en galette ou cunéiforme, une vertèbre borgne qui signe une lise pédiculaire. Également retrouver une ostéolyse en miroir. N'oublie jamais cette phrase, la goutte disque bad news. Voilà, on peut également retrouver une condensation isolée dans le cadre d'une vertèbre ivoire, c'est des métastases rénales.
d'origine rénale, pardon, prostatique. Et également, on peut retrouver un gonflement des parties molles. Alors, la myélographie permet de rechercher une extension épidurale et permet de mieux préciser les limites de la compression médulaire ou de la queue de cheval. Le scanner, il peut être couplé ou non à une myélographie. Il permet une bonne analyse des lésions osseuses et des parties molles. Et la reconstruction tridimensionnelle permet de mieux planifier la chirurgie. Il revêt également une importance dans la biopsie, dans la ponction biopsie à visée diagnostique. L'IRM, c'est l'examen de choix dans les lésions multiples et surtout dans les compressions des structures nerveuses. La scintigraphie osseuse n'a aucun intérêt en urgence. Cependant, il revêt un intérêt dans la recherche de la dissémination au squelette dans les métastases et également permet une surveillance évolutive dans les lésions ostéophiles. Donc, nous allons à présent aborder le chapitre des tumeurs primitives bénignes. En tête de tableau, nous avons l'énostose. Alors, l'énostose ou îlot condensant bénin, il est retrouvé dans 1 à 14% des cas. C'est des lésions qui sont le plus souvent asymptomatiques de découverte fortuite. Sur le plan anapathe, c'est des lésions, des îlots intraspongieux d'os compacte de taille inférieure à 1 cm de diamètre qui peuvent parfois atteindre 2 cm. Et sur le plan radiographique, c'est des lésions qui apparaissent sous forme de zones hyperdenses à bord irréguliers. Et à l'IRM, vous le verrez tout à l'heure, voilà. Je ne sais pas si ma flèche apparaît. Pardon. J'essaie de faire apparaître mon curseur. Voilà. Donc là, on a une coupe scanographique infopaxiale. On voit ce îlot d'ostéocondensation. Voilà, de petite taille là, on voit que c'est plutôt une taille qui est plus de 2 cm de diamètre. Voilà. Donc, nous allons également parler de l'ostéome ostéoïde qui atteint le plus souvent l'adolescent de sexe masculin entre la première et la seconde décade. Il est retrouvé dans 10%. Les lésions sont localisées au niveau du rachis dans 10% des cas. Le mode de révélation le plus souvent, c'est dans des circonstances de troubles de la statique, de scoliose, de douleurs à recrudescence nocturne qui sont calmées par les salicylés et les AINS, parfois des signes de compression médulaire. La localisation préférentielle est le rachis lombaire, suivi du rachis cervical, et l'arc postérieur est le plus souvent atteint dans 93% des cas. Sur le plan anapathe, c'est des lésions qui se présentent sous forme de lacunes, renfermant un édus plus ou moins calcifié, entouré d'une couronne d'oscléosclérose de taille inférieure à 1,5 cm. Ils sont en hyperfixation à la scintigraphie et se présentent sous forme d'un hyposignal T1 du nidus à l'IRM. Le traitement consiste en l'ablation plus ou moins complète du nidus. Voilà. Sur cette coupe scanographique, on peut voir là une nidus au niveau du pédicule, entouré d'une ostéosclérose. Et voilà cette image de scintigraphie où on note une hyperfixation. Là, c'est l'IRM. L'IRM, on voit sur les coupes T1 un hyposignal au niveau du mur postérieur. On voit bien qu'il prend le contraste. Voilà. Alors, l'ostéoblastome, c'est un ostéome ostéoïde géant qui est retrouvé dans 1% des cas et il atteint aussi préférentiellement l'arc postérieur et le plus souvent l'étage lombaire et thoracique. Donc, la proportion d'âge, c'est 20 à 30 ans et souvent, ce sont les individus de sexe masculin. Et sur le plan anatomopathologique, on a un aspect lacunaire expansif avec de multiples petites calcifications et sclérose périphérique parfois absente. Il hyperfixe à la scintigraphie également et on note un signal faible intermédiaire sur la séquence T1 de l'IRM avec un rehaussement après injection de produits de contraste. Le traitement également consiste en une exérèse. Il y a le taux de récidive est assez fréquent, entre 14 et 50% selon les cas. Donc voilà cette plage d'ostéolyse
Sur cette coupe, l'image en D, par contre, dans notre contexte, ça peut faire penser à une tuberculose de l'arc postérieur, hein, pour les plus jeunes. Donc, intérêt d'une scintigraphie dans ce cas, et puis voilà, de haut reporté à la clinique. Donc, à l'IRM, c'est plutôt un signal intermédiaire, hein. Vous voyez, sur la première sur la première image, un signal intermédiaire, tissulaire. En T1, T2 également, signal intermédiaire, mais par contre, ça prend intensement le produit de contraste. Voilà, sur l'image en G. Alors, la tumeur à cellules géantes, il atteint préférentiellement les femmes entre 20 et 40 ans, le plus souvent le corps vertébral, du sacrum et du rachis dorsal. Le mode de révélation, c'est des douleurs radiculaires et rarement un déficit neurologique. Donc, sur le plan d'impact, c'est aussi également des lésions ostéolytiques expansives, à limite bien définie, avec ou sans minéralisation matricielle et parfois une rupture de la corticale. À l'imagerie, on a un signal hétérogène en T1 et une prise de contraste qui est hétérogène. À la scintigraphie, on a une hyperfixation diffuse ou un aspect en couronne avec zone d'hypofixation centrale. Le traitement, il est chirurgical également et peut faire appel à une greffe osseuse. Voilà cette plage ostéolytique expansive avec minéralisation de la matrice, rupture de la corticale par endroit. Ça, c'est le sacrum. Voilà. À l'IRM, vous voyez la prise de contraste qui est hétérogène. Le kyste osseux anévrismal est une dilatation de l'architecture osseuse par des canaux vasculaires. Il atteint le plus souvent la femme d'âge, la femme de moins de 30 ans. La localisation préférentielle, c'est le rachis dorsal suivi du rachis lombaire. Il atteint l'arc postérieur et il peut s'étendre au niveau du corps vertébral. Le mode de révélation également, c'est des douleurs nocturnes, une scoliose ou un tassement vertébral. C'est des lésions lithiques expansives avec une corticale qui est fine ou détruite. On a une prise de contraste des septa en périphérie et en périphérie. Et à l'IRM, c'est des lésions qui apparaissent lobulées, séparées par les septa. Voilà, on a cette masse tissulaire-là avec je suis en train de parler de l'image en C. Voilà, avec la corticale qui est fine, amincie. Nous allons parler à présent de l'ostéochondrome. C'est une tumeur cartilagineuse bénigne rare du rachis qui atteint le plus souvent les adultes jeunes entre 20 et 30 ans. Et le rachis cervical, particulièrement C2, est le plus souvent atteint. C'est une lésion qui est le plus souvent asymptomatique ou bien qui peut être révélée par une masse postérieure, des myélopathies, une compression de voisinage, notamment de l'œsophage ou bien des cordes vocales. C'est une excroissance qui est en continuité avec la corticale et l'os spongieux de l'os porteur. Il peut être pédiculé ou sessile. Le traitement est chirurgical également. Donc, on a là, sur l'image en C, une excroissance osseuse au dépend du transverse de la vertèbre L2, je pense. Vous voyez bien la continuité avec la corticale et le spongieux de l'os porteur. Là, j'ai un ostéochondrome du processus articulaire inférieur, je pense à la vertèbre L4. Voilà. L'hémangiome, c'est la plus fréquente des tumeurs bénignes du rachis. C'est plutôt la population adulte entre 40 et 60 ans qui est le plus souvent atteinte. Et c'est des qui peuvent être uniques ou multiples et agressives ou non. Donc, la localisation préférentielle, c'est le corps vertébral, mais peut s'étendre au niveau de l'arc postérieur, des structures canalaires ou paravertébrales. C'est des lésions qui sont le plus souvent asymptomatiques ou peuvent être révélées par des douleurs radiculaires intenses. Et sur le plan radiologique, on note un aspect grillagé du corps vertébral, c'est très caractéristique, avec des plages d'ostéolyse cloisonnées. Voilà, le traitement il est chirurgical, peut être associé à une vertébroplastie dans des formes agressives. Vous voyez cette coupe axiale, les septa et les coupes sagittales.
cet aspect grillagé là, de grillage, voilà, c'est très caractéristique. L'IRM, c'est plutôt un signal graisseux. Hein. Vous voyez, en T1, un hypersignal, T2, hypersignal, et ça prend faiblement le produit de contraste. Le granulome éosinophile, c'est la forme localisée et bénigne de l'histiocytose. Il atteint le plus souvent l'enfant et l'adolescence entre 3 et 12 ans. Le corps vertébral est la localisation préférentielle, et l'étage thoracique également. Sur le plan anapathe, on note une ostéolyse corporelle avec un tassement, réalisant dans un stade avancé l'aspect de vertèbre plane. Et, il y a le plus souvent une masse tissulaire. On peut retrouver également une masse tissulaire paravertébrale. Donc voilà cette image-là avec un tassement dans un contexte non traumatique doit faire penser à un granulome éosinophile et faire pratiquer une ponction biopsie de diagnostic histologique. Donc, le chapitre des tumeurs primitives malignes. D'abord, le chordome, c'est une tumeur qui dérive de la notochore, qui s'étend la notochore de la poche de rat queue jusqu'au coccyx. Donc, il atteint les adultes entre 30 et 60 ans. Le corps vertébral est le plus souvent atteint et ça peut s'étendre au niveau du disque, du corps vertébral adjacent ou en paravertébral, dans quel cas on parle de paracordome. La croissance est lente, ce qui explique le plus souvent des douleurs qui sont progressives. Et sur le plan anapathe, c'est des lésions qui se présentent sous forme de masse destructrices expansives lobulées à contenu tissulaire. Ils peuvent contenir des calcifications et on note une prise de contraste qui est faible et hétérogène. Le traitement associe la chirurgie et la radiothérapie. Donc voilà, ADRM, T1, signal intermédiaire, une prise de contraste qui est hétérogène faible. En C, en B, en T2, on a un hypersignal. Le chondrosarcome atteint préférentiellement les hommes entre 30 et 70 ans, le plus souvent à l'étage thoracique et lombaire. C'est une tumeur primitive de bas grade. Les formes secondaires résultent plutôt de la transformation maligne d'un ostéochondrome. Et le mode de révélation le plus souvent fréquent, c'est les douleurs rachidiennes ou une masse palpable. On peut avoir des signes neurologiques. Et sur le plan anapathe, c'est plus souvent des lésions qui se présentent sous forme de masse tissulaire avec une matrice calcifiée. Le traitement peut nécessiter une corporectomie avec greffe osseuse. Voilà cette lésion tissulaire avec une matrice bien calcifiée sur en paravertébral, je pense à la vertèbre L2. Hein. Voilà, qui paraît tassée sur les coupes coronales. Sur la radiographie de face, pardon, c'est une radiographie. Alors, le sarcome d'Ewing, c'est le stade initial des pénètes. Et il peut métastaser. Il atteint les adultes jeunes entre 20 et 30 ans et c'est le plus souvent le rachis sacré et coccygène qui atteint. C'est une atteinte corporelle préférentiellement avec une extension possible au niveau de l'arc postérieur. La révélation également, c'est les douleurs le plus souvent nocturnes et se présente sous forme de lésions ostéolytiques à limite floue condensée avec amincissement de la corticale. Voilà, sur le profil, c'est lésions à limite floue en condensation qui s'étend également au niveau de l'arc postérieur. L'ostéosarcome atteint le plus souvent les hommes après 40 ans. Avant 40 ans, ils sont exceptionnels. C'est soit après une irradiation ou dans le cadre d'une maladie de Paget dans les formes secondaires. Le rachis thoracique et lombaire sont le plus souvent atteints et l'atteinte est préférentielle sur le corps vertébral avec une extension possible au niveau de l'arc postérieur. Ils sont révélés également par des douleurs, une masse palpable ou parfois des signes neurologiques. On note un aspect de condensation vertébrale, plus rarement une vertèbre ivoire. On peut également retrouver un tassement.
Le plasmocytome solitaire, c'est la lésion focale, c'est une lésion focale caractérisée par la prolifération de plasmocytes malins sans envahissement médulaire diffus, ce qui d'ailleurs la différencie du myélome multiple. Donc, il faut noter qu'il y a un risque de transformation maligne. Donc, comme critère de diagnostic de plasmocytome solitaire, c'est l'absence d'anémie, le bilan phosphocalcique qui est normal, la fonction rénale qui est normale, la cytologie médulaire normale dans au moins 2 sites de prélèvement et une absence d'autres lésions sur les radiographies de panne squelettique. Et le mode de révélation, c'est les douleurs rachidiennes, voilà. Et c'est des lésions qui sont ostéolytiques corporelles sans rupture de la corticale, avec tassement ou non, avec une extension possible des parties molles et qui se rehausse après injection de produits de contraste. Voilà cette lésion lytique avec respect de la corticale. Un léger tassement de la vertèbre. Donc, comme critère, il faut bien le retenir, c'est l'absence d'autres lésions sur tout le squelette entier. Et voilà les critères biologiques, l'absence d'anémie, une fonction rénale normale, une calcémie normale et tout. Donc, nous venons à son papa, le myélome multiple. C'est une hémopathie qui est maligne avec prolifération anormale de plasmocytes monoclonales, avec envahissement diffus de la moelle hématopoïétique. Le plus souvent, il apparaît à 65 ans, mais on peut avoir une phase pré-tumorale avant 50 ans. On parle de gammapathie monoclonale, le MGUS. Le mode de révélation, souvent, c'est des douleurs achidiennes, fatigue, troubles neurologiques, anémie, VX accéléré. On a également une hyperprotéinémie avec un pic monoclonal, une insuffisance rénale, une hypercalcémie, une hyperviscosité et des infections bactériennes fréquentes. Donc, sur le plan radiologique, c'est une ostéolyse diffuse, multifocale. Le traitement, c'est des lésions très chimiosensibles. Nous allons à présent parler des métastases vertébrales. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, hein. Si ce n'est que voilà, tout cancer peut donner des métastases vertébrales, mais les plus ostéophiles, les plus fréquents, c'est les cancers du sein, poumon, rein, thyroïde et le mélanome malin. Donc, c'est des lésions qui donnent une épidurite néoplasique, c'est un véritable tissu néoformé qui peuvent être à l'origine d'une compression médulaire ou radiculaire. Donc, j'ai tenu à mettre ce score de Tomita. C'est un score qui permet de prendre la décision chirurgicale. Voilà, vous avez des tumeurs primitives, des facteurs pronostiques, évolution lente, voilà, le sein, thyroïde, évolution moyenne, rein, utérus, évolution rapide. Vous notez que les cancers du poumon ont une évolution très rapide. Également les cancers de l'estomac. Les métastases, vous allez voir, j'ai mis les références de l'article après. Ça également, c'est le score de Tokuhashi, c'est un score pronostic dans les métastases. Ça tient compte de l'état général du patient, ça permet voilà, de prendre la décision thérapeutique. Donc, comme item, vous avez l'état général, le Karnowski, le nombre de sites de métastases osseuses extra-rachidiennes, le nombre de métastases rachidiennes, les métastases viscérales, la tumeur primitive et la présence ou non d'une paralysie. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur les tumeurs vertébrales. C'est des lésions qui sont fréquentes dans la meilleure compréhension de la physiopathologie et les progrès faits dans les domaines de la radiothérapie a permis d'avoir des avancées thérapeutiques. Je vous remercie. OK, merci beaucoup. Merci, Dr. Kisao, pour cette présentation bien détaillée. Je vais laisser la parole aux autres collègues qui sont avec nous pour qu'ils puissent donner leurs commentaires ou questions s'ils en ont. Donc, allez-y, hein, vous avez la parole. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, toi, Malik, bonsoir. Vous avez suivi avec nous la présentation?
Allô? Attends, Romaric. On ne vous entend pas, Romaric. Je ne sais pas si... Ah non, il a coupé son micro. Non, le micro n'est Oui, pas allô, je coupé. peux y aller. Oui, oui, allô, allô, oui, allô. Oui, allez-y, allez-y. Oui, docteur Laté. Oui, je remercie le docteur Kisao pour sa présentation Mhm. qui, qui j'avoue, a été assez riche, qui m'a permis de connaître beaucoup de nouveaux thèmes sur lesquels il faudra aller relire. La question que je voulais poser, c'est concernant le, le score le score qui permet en fait de faire la prise en charge des tumeurs. Là, j'ai pas vraiment bien suivi les deux derniers scores qu'il a projetés avant la fin de la présentation. Le score de Tokowashi. Tokowashi. Allô? Bon, alors, c'est une présentation que je voulais très peu thérapeutique, hein. Mais de façon résumée, il faut noter qu'il y a un algorithme. C'est l'algorithme de Patton qui prend en compte plusieurs items qui permettent de prendre la décision thérapeutique. Et dans cet algorithme, vous avez la localisation tumorale. Le L, c'est la localisation tumorale. On a le M. M, c'est le type de lésion de tumeur primitive. Il y a le P qui tient compte de l'état général du patient. C'est ça, le score de Tokowashi modifié. Il y a également le O. Le O, c'est l'oncologie. Ça tient compte de la sensibilité de la tumeur primitive au traitement, à la radiothérapie et à ses modalités évolutives, en fait. Les tumeurs qui sont beaucoup plus expansives et des autres moins, tout ça. Je vais vous donner le lien de l'article pour ceux qui voudront mieux approfondir par rapport à ça. Ok, merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. Effectivement, c'est bon, c'est un score qui. Il faut avoir. Si vous n'avez pas l'article, on peut vous envoyer le lien de l'article. Il faut s'asseoir, prendre son temps, décortiquer un peu tout le contenu et puis se faire une idée soi-même. Et même imprimer l'affiche quelque part à côté pour voir ça de temps en temps. Ok. C'est en train de rentrer dans nos habitudes tout récemment. Ce serait bien. Donc, il y a Tokowashi révisé aussi. Mais bon, il faut d'abord maîtriser Tokowashi qui est déjà très intéressant, qui permet quand même de prendre des décisions par rapport aux tumeurs du rachis, les décisions thérapeutiques. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, s'il vous plaît? Bonsoir. Oui, allez-y. Oui, je remercie le Dr Kisao pour sa présentation qui, pour nous, est très instructive. Ma question, c'était par rapport au diagnostic des tumeurs vertébrales, notamment pour les pays à ressources limitées, parce que dans la présentation, le Dr Kisao a assez mis l'accent sur la place de l'IRM à ressources limitées. Je prends l'exemple du Bénin, qui n'a eu l'IRM que récemment. Je me pose la question de savoir comment se faisait au fait le diagnostic des tumeurs vertébrales chez les patients. Est-ce qu'à base du scanner simple, la suspicion à base du scanner simple n'était pas suffisant pour orienter vers une ponction biopsie pour confirmer l'histologie de la lésion? Un. Et deux, lorsque cette lésion, par la suite, quelles sont les possibilités thérapeutiques qui sont offertes aux patients? Cette question, je vais peut-être l'adresser au docteur Hugues et, docteur Bancolé, peut-être parce que eux, peut-être que vous avez des informations par rapport à la prise en charge de cette tumeur au pays et comment ça se fait.
au Maroc, je sais qu'ils ont beaucoup de moyens, la radiothérapie et tout. Mais pour les pays à ressources limitées, quelles sont les alternatives qui sont offertes aux patients? Merci. Allô, je vais répondre à la première question. Donc, vous avez vu que j'ai fait exprès de me pencher beaucoup plus dans le volet paraclinique sur la radiographie. La Exactement. radiographie revêt une importance, Tout à fait, oui. surtout sous les tropiques. Hein. Moi, j'ai très peu parlé de l'IRM. C'est beaucoup plus la radiographie et le scanner. Okay. Mm. Et nos anciens, c'était de fins cliniciens. Ils ont développé une sémiologie radiologique très, très, très riche sur la radiographie. Hein, vous voyez, quand on parle de vertèbres bornues, ces histoires-là, c'est des termes qui tendent à disparaître, mais c'est des trucs qui étaient très, significatifs pour eux, ces gens-là. Donc, c'est des lésions le plus souvent ostéocondensantes ou ostéolytiques. Et voilà, dans les lésions ostéolytiques, la radiographie est très, très, très sensible. Très sensible pour détecter les tassements, la lise des pédicules et même de l'arc postérieur. Quand vous avez les clichés 3/4, où vous avez le petit chien de la chapelle, comment vous avez la patte arrière du petit chien de la chapelle qui disparaît. Donc, tout ça, ça vous permet de dire que voilà, ça, il y a cette partie de la vertèbre qui est absente et vous corrélez ça à la clinique. Ou bien c'est le cou du chien de la chapelle qui est cassé. Voilà, le cou a cédé, qui montre qu'il y a quelque chose au niveau articulaire. Exactement. C'est vrai. Donc, cette simple notion-là, vous voyez l'aspect grillagé. Ça se voit très bien à la radiographie. L'aspect grillagé, c'est très spécifique des hémangiomes. Maintenant, pour le volet thérapeutique, il y a... j'ai fait exprès de pas, parce que je ne pourrais pas tenir dans le temps, mais il faut noter que la prise de la décision thérapeutique, il faut savoir ce que vous voulez faire. Pendant longtemps, on s'est dit, voilà, tumeur vertébrale, voilà, c'est un traitement palliatif. Mais non, les concepts, les mentalités sont en train de changer avec le progrès des méthodes chirurgicales. Hein, avant, on n'avait pas, avant, c'était juste la myectomie décompressive, voilà, quand il y a un recul du mur postérieur ou bien une extension dans le canal. On fait la myectomie décompressive. Mais on a vu qu'en fait, cette laminectomie, elle fragilisait plutôt les éléments postérieurs, ce qui accentuait l'instabilité. Donc aujourd'hui, on a la possibilité, que ce soit à l'étage cervical, de faire des voies antérieures, à l'étage, voilà, de faire même des osseaux sincères 360 degrés, de la vertébroplastie, de la kyphoplastie. Quand il y a un tassement avec une douleur ou bien avec une instabilité, on peut faire une kyphoplastie ou une vertébroplastie. Ou bien voilà, mettre des cages, tout ça. Il y a beaucoup d'opportunités, de modalités thérapeutiques qui sont offertes. Et il y a des tumeurs qui sont reconnues très radiosensibles. Aujourd'hui, je l'ai dit, avec les progrès de la radiothérapie, on sait maintenant cibler des doses de radiothérapie. En tout cas, on sait cibler les doses efficaces et les cibler sur les vertèbres atteintes et les deux vertèbres adjacentes pour éviter voilà, le risque d'effets secondaires des radiothérapies. Je ne sais pas si vous êtes satisfait de la réponse. Oui, c'est bien dit. Je voulais souligner qu'effectivement, au cours de la présentation, ça va beaucoup plus parler on nous a beaucoup plus présenté les images de la radiographie standard. Beaucoup plus. Même le scanner, c'est juste deux ou trois cas qui sont venus avec le scanner. L'IRM, bon, c'est juste 2 cas aussi. Effectivement, avec la radiographie standard, on peut faire beaucoup de choses. Même la scoliose dont on parlait la fois dernière, ce n'est que la radio standard qui fait tout ça là. C'est sémiologies qui sont vraiment standards, qui sont vraiment riches. Si la clinique est bien conduite et qu'on tient compte de la sémiologie radiographique de la radio standard, on peut faire beaucoup de choses. Cela me permet de répondre directement sur la deuxième question, qui est de savoir ce qui se fait ou ce qui se faisait en temps au Bénin avant l'arrivée de l'IRM. Bon, il faut d'abord dire que l'arrivée de l'IRM au Bénin actuellement, l'IRM au Bénin, l'IRM dont on parle actuellement, c'est dans le secteur public. C'est l'IRM que le gouvernement a mis en place au CNHU du Cotonou. Mais en temps, déjà, il y avait l'IRM. Il y a l'IRM à la clinique des Grâces.
du professeur Kine Gaza. Et puis, il y a l'IRM à Lomé à côté aussi. Moi, j'ai envoyé plusieurs fois des patients là-bas pour faire des examens et tout. Donc, le problème de l'IRM, il y en avait. Bon, un de deux. Même si on envoie le patient faire l'IRM, qu'est-ce qu'on lui fait après? Parce que là aussi, il faut voir. Il y a des cas qu'on reçoit et bon, si on peut déjà lui faire la radiographie standard et au plus le scanner, si c'est vraiment une tumeur vertébrale, on doit déjà avoir une idée. On doit déjà avoir une idée et si on peut faire une ponction scano-guidée, on le fait. Bon, j'avoue que les ponctions se font à main levée. Ce n'est pas guidé par quoi que ce soit. On fait la ponction, quand on a ce qu'on veut pour lever, on sort. Donc, voilà un peu comment ça se faisait au Bénin. L'avènement de l'IRM au Bénin actuellement n'a rien changé, elle ne va pas changer concrètement la pratique actuelle. C'est surtout la clinique qui permettait à nos anciens de s'en sortir. Et s'ils ont déjà une radiographie standard, bon, ils font avec. C'était ça. Maintenant, le second volet de ta question, c'est par rapport au traitement. Il faut comprendre que on est trop en arrière par rapport au traitement, par rapport à ce qui est chimio ou radiothérapie et tout. On est trop en arrière. Le site de construction qui a été initié en 2007, c'est resté là. Bon, c'est beaucoup plus politique que ce qu'on dit là. Mais actuellement, je pense qu'il y a déjà une construction qui est en train d'être terminée avec l'aide de la structure nucléaire. Il y a une construction de radiothérapie qui est en cours. Ils ont même déjà fini le bâtiment, donc ils sont en train de mettre en place le nécessaire pour prendre en charge ces patients-là. Sinon, pour le moment, jusqu'à présent, les patients sont envoyés au Ghana. Les patients sont envoyés au Ghana jusqu'à ce que le président actuel ne signe son contrat avec l'hôpital privé des Américains à Paris pour les références. Donc, voilà un peu la situation actuelle par rapport au Bénin. Oui, Dr Nourdine, vous avez levé la main. Oui, merci Hugues. En tout cas, merci beaucoup Dr Kisao pour avoir fourni ce travail. Hein. Avec toutes tes occupations, tu as quand même... en tout cas, tu as été synthétique, hein, voilà, parce qu'on ne pouvait pas tout dire dans cette présentation. Et merci beaucoup à toi, c'était clair, c'était bien tes diapos, bien clean. Merci encore pour l'effort et pour cet amour que tu as mis dans la présentation aussi. Hein. Tu as présenté avec amour. Merci beaucoup. Je vais juste en fait, ajouter un petit truc pour mes chers collègues. Voilà, par rapport aux tumeurs vertébrales et tout. Aujourd'hui, en fait, c'est très clair. Hein. C'est comme tu l'as dit, il y a en général, moi, je suis deux scores. Le score de Sims et le score de Tokuhashi. En fait, parce que bien entendu, si ton Tokuhashi te permet, oui, de prendre la décision que tu vas opérer, ton score de Sims aussi te permet à un moment donné de te dire, bon, c'est quoi le résultat que tu veux, tu vois, en fonction en fait, de la stabilité du rachis et tout, quelle est l'indication qui te paraît la plus sensée et tout. Donc, moi, je vous conseille d'aller lire ces deux scores et puis vous allez mieux vous allez mieux appréhender les choses. Moi, c'est ce que je vous conseille en fait. On ne va pas vous détailler les scores en pleine présentation, mais allez les lire. On pourra envoyer des documents sur... il y a beaucoup de documents, beaucoup d'articles. On va partager sur le groupe tout à l'heure concernant la prise en charge des tumeurs. Ça a beaucoup changé. Hein. Même le Tokuhashi, en fait, et Tomita, là, en fait, aujourd'hui, en tout cas, il y a beaucoup de centres qui ne l'utilisent. Même lui, il a écrit récemment même un truc pour réviser tout cela. Donc, ça dépend du malade, ça dépend du signe clinique, ça dépend du primitif, effectivement. Et sachez, en fait, qu'aujourd'hui, en fait, même la prise des primitives aussi, ça a changé beaucoup. Du coup, en fait, ça influence la prise de tout ce qui est méta, osseuse, ou tout ce qui est tumeur, ou tout ce qui est, en tout cas, bref. Après, en fait, pour être plus clair, le Tokuhashi, concrètement dit, c'est beaucoup plus pour, je pense que c'est utilisé beaucoup plus en fait pour les méta, quoi, les métavertébraux. Maintenant, pour les tumeurs bénies et tout ça, c'est au cas par cas, quoi, en fonction de la clinique et surtout du score de la stabilité en fait du rachis, quoi. C'est ce que j'avais à ajouter en fait. Merci.
Ok, merci, Tonodine. Donc, c'est ça. Donc, s'il y a d'autres préoccupations, vous pouvez y aller, hein. Nous allons envoyer les scores. Les scores, si vous lisez le score de sciences ou de Tokohashi et que vous avez des questions, on peut revenir et discuter de cela. On peut même consacrer une session pour ça et en discuter. Mais ce n'est pas une session tout compliquée. Quand vous allez comprendre. Sciences, comme on a dit tout à l'heure, c'est pour voir si votre recherche est stable et puis l'autre, c'est pour décider de l'opérer ou pas. Donc, vous allez voir les scores. Il faut la voir. Ce n'est pas des choses qu'il faut garder en tête et se promener avec ça dans la rue. Non. Il faut comprendre le score et l'avoir sur un papier avec le temps. Après avoir l'utilisé 1, 3, 4, 5 fois, on s'habitue, c'est tout. Il ne faut pas bourrer le cerveau des choses inutiles, des choses qu'il faut garder quelque part. Si avec le temps, avec l'habitude, on finit par l'avoir sous le bout des doigts, c'est bon. Ce qui va venir sûrement. Mais au début, ne vous en faites pas. Lisez le document. J'ai des documents sur ça. Si d'autres en ont, ils peuvent envoyer. Des articles qui ont été bien rédigés sur le science et le Tokohashi, synthétique de 5 à 7 pages. Vous lisez, vous comprenez. S'il y a des questions, on peut discuter. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations, s'il vous plaît? Allô? Posez vos questions, hein, les gars. Ne soyez pas timides, là. Credo. Non, je pense que la présentation aussi était succincte et claire. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire. Ketawa a été très gentil avec eux. OK, donc merci beaucoup, merci à tout le monde. Je vais arrêter l'enregistrement. On se dit à dimanche prochain. Qui c'est qui parle dimanche prochain? C'est quel thème? Est-ce que le docteur Dessous est là pour nous rafraîchir la mémoire? Non, il n'est pas là. Est-ce que c'est pas, comment il s'appelle, Alberi qui devait présenter par hasard? Ah, bon, en tout cas, il va le contacter, on verra bien. Je pense que c'est Alberi.